Parce que l'autre fois, on a déjà vu un peu l'analgésie. Donc, je voulais vous proposer la prescription des opioïdes aux urgences. Ça vous dit. Et je vais fermer la porte. C'est comme c'est une question qui se pose régulièrement. Vous rencontrez aux autres qui sont pas là? Ah, ça ne te traite pas. C'est dommage. Ah, ah oui. Alors, j'ai prévu un petit rappel. L'autre fois, vous avez déjà assisté l'autre fois au topo là? L'idée principale, c'est de parler des douleurs des urgences. C'est des douleurs aiguës. On ne parle plus des douleurs aiguës, qui sont des symptômes, hein. Ça, je vous l'ai dit déjà. Et donc, le problème, c'est que la douleur, c'est la résultante d'une stimulation nociceptive et qui est très variable en fonction des personnes. Cette notion, vous devez la garder à l'esprit, c'est-à-dire que la douleur ne dépend, est très individuelle, hein. La perception de la douleur, la façon dont les gens la ressentent est très individuelle. J'ai déjà dit tout ça, vous vous souvenez? Oui ou non? Bon, on en a déjà Oui. parlé une fois. C'est vrai qui était là, l'autre qui n'était pas là. C'est là. Ça vous dit les autres là? Oui. Non, oui, parce que c'est très hétérogène. Donc simplement, le principe, c'est que lorsque vous avez une stimulation nociceptive, une situation très intense, ça, c'est la stimulation, on va dire, sensorielle, nociceptive, et la conséquence, c'est une douleur qu'on va ressentir au niveau cortical, et c'est un élément qui va dépendre de plein d'éléments, de facteurs, hein, et des facteurs donc, qui sont dissociaux, discriminatifs, affectivo-émotionnels et des facteurs cognitifs. Je vais vite parce que on a déjà vu ça l'autre fois. Simplement pour rappel, tout ce, tout ce qui est sensitivo, nociceptif et discriminatif, ça dépend des stimulations du système sensoriel nociceptif. Tout ce qui dépend des facteurs affectivo-émotionnels, il y a trois éléments qui sont le détournement d'attention vers le processus douloureux. Deuxièmement, le système, la réaction que vous allez avoir par rapport à la douleur. Donc, il y a une réaction motrice et il y a des réactions neurovégétatives. Et troisièmement, le fait que la douleur est une émotion désagréable pour renforcer tous ces phénomènes-là. Et le dernier élément qui est important, il y a un petit décalage hein, entre ça et ça. Et le dernier élément qui est important à retenir, c'est les facteurs cognitifs, puisque tout ça, c'est sujet à l'interprétation, et ça, l'interprétation va dépendre de plein d'éléments qui sont personnels, et donc qui dépendent du contexte, qui dépendent du passé de la personne, qui dépendent de comment elle perçoit l'avenir par rapport à cette lésion et à cette douleur, et aussi de son éducation, de sa culture, du niveau sociologique dans lequel elle évolue. D'accord? Donc tous ces phénomènes vont faire qu'on va interpréter la douleur d'une certaine façon. Donc simulation de type douleur. Voilà. Ça, c'est des rappels. Et le dernier élément, c'est le fait que la douleur, c'est la résultante donc d'un équilibre entre des systèmes amplificateurs et des systèmes inhibiteurs. Et donc, du coup, vous avez des systèmes qui sont amplificateurs, comme les réactions inflammatoires en périphérie, comme le système d'amplification médulaire avec l'ouverture des récepteurs NMDA. Et après, vous avez des systèmes parallèles qui sont des systèmes de contrôle qui vont tendance à inhiber la transmission du message nociceptif. Donc, il y a des systèmes descendants comme le contrôle inhibiteur nociceptif diffus, ou bien localement, vous avez des récepteurs opioïdes qui ralentissent la transmission d'informations. Voilà. Ça, c'était la base. Tout ça pour dire que à chaque fois que vous avez ici quelqu'un qui se plaint d'une douleur, c'est très personnel et c'est individuel. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter des processus d'antalgique à n'importe qui, n'importe comment, puisqu'il va falloir s'adapter à la personne. D'accord? Alors, la question, c'est là, la question du jour, c'est quand prescrire un opioïde? Bon, quand on a mal, évidemment. Alors, au départ, il y a 10 ans, il y avait des recommandations, il y a 15 ans même maintenant, et qui étaient basées sur un truc très simple. Alors, on disait, j'ai très mal, morphine. Et voilà, c'est fini. On se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, puisque, à cause de ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc, du coup, il va falloir un peu élargir la façon de raisonner par rapport à la prescription d'opioïdes, sachant qu'il y a des pathologies très douloureuses eh bien, qui se traitent très bien avec d'autres médicaments que des opioïdes. Vous connaissez, que des phétiques,
On a déjà vu ça l'autre fois, je crois. Les migraines, pour lesquelles on n'utilise jamais d'opioïdes, et puis les fractures, pour lesquelles on peut utiliser d'autres modalités. D'accord. Donc ça, vous avez bien compris le principe. Et il y a on sait que les anti-inflammatoires sont aussi efficaces que les opioïdes dans les collections critiques, etc., etc. Vous avez bien compris. Et que quand on compare les anti-inflammatoires versus des opioïdes, eh ben, il n'y a pas de différence en termes de. C'est ce que montrent tous ces graphiques-là. Donc ça, c'est la base. Donc au total, ça veut dire que en face d'une douleur sévère, on ne va pas prescrire automatiquement l'opioïde. OK. Alors, quelles sont les modalités et les indications? Alors, on vous propose, en première intention, alors des gens qui ont des douleurs sévères et dans certains types de pathologies. D'accord? Par exemple, dans les crises vaso-occlusives, dans les douleurs chroniques cancéreuses, les gens ont déjà des opioïdes, donc s'ils viennent pour ça, ça ne sert à rien de leur donner du Doliprane, probablement. Donc, vous allez devoir. Dans les douleurs et traumatismes sévères, simplement parce que pas seulement que la douleur est sévère, mais les autres médicaments sont contre-indiqués, notamment les anti-inflammatoires. Et dans le syndrome coronaire aigu, pour la bonne raison, c'est-à-dire que les autres médicaments sont contre-indiqués comme les anti-inflammatoires et les autres et le Doliprane bon, sont moins efficaces que les opioïdes. Ça, on le sait. Après, il y a dans le cadre de pathologies médicales, par exemple, pour lesquelles vous n'avez pas de diagnostic, les gens ont très mal, mais on ne sait pas pourquoi, donc c'est une indication à donner des opioïdes. Et après, il y a toutes les contre-indications, évidemment, aux médicaments. S'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires, on ne va pas leur donner. Le dernier élément, c'est en deuxième intention, qu'est-ce que vous allez pouvoir donner lorsque le reste est inefficace. Vous pouvez estimer pour des douleurs sévères typiques, vous avez une colique néphrétique, une colique hépatique, vous donnez un anti-inflammatoire, et puis au bout d'une heure, ça ne fonctionne pas, ben là, vous passez aux opioïdes. Voilà. Donc ça, c'est le cadre dans lequel vous allez pouvoir prescrire des opioïdes. C'est très simple. Et il y a des non-indications, je ne reviens pas dessus parce que je crois que je vous en ai déjà parlé. Alors la question suivante, c'est quel opioïde on prescrit? Quel opioïde prescrivez-vous? Qu'est-ce que vous connaissez comme opioïde vous-même? Tramadol. Hein? Tramadol. Ah, pardon, je n'entends pas. Le tramadol. Alors, le tramadol, c'est un opioïde. Vous connaissez d'autres? L'oxynorme. L'oxynorme, d'accord, et l'oxycodone, la morphine, etc. Donc, vous connaissez quelques opioïdes, d'accord? Et donc, du coup, la codéine aussi, c'est un opioïde, hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc, il y a toute une liste de médicaments, en gros, que vous allez citer. Et il y a aussi le sulfentanyl et le fentanyl, qui sont des opioïdes. D'accord? Et donc la question qui va se poser par rapport à ça, c'est quelle est leur efficacité les uns par rapport aux autres et quels sont les événements indésirables qui sont. Est-ce qu'il y en a qui sont plus embêtants que d'autres? Donc, quand on regarde, quand on compare oxycodone, tramadol, tout ça versus la morphine, il n'y a pas vraiment de différence. Tout ça, c'est des questions de dose. C'est-à-dire que plus vous embêtez, plus c'est efficace. Mais plus vous embêtez, plus c'est efficace et plus vous avez de risques d'effets indésirables. Voilà, c'est le pendant. Mais c'est toujours comme ça que ça marche, hein, la pharmacie. Le problème de ces trois médicaments, oxycodone, tramadol et codéine, c'est que ce sont des prodrogues. Elles n'agissent pas directement. Il faut qu'elles soient métabolisées. Et pour être métabolisées, en fait, ça passe par un petit enzyme là, qui s'appelle le cytochrome P450 2D6. Donc vous devez connaître ces noms-là parce qu'en fait, ce sont notamment le 2D6 parce que il est soumis à un gros polymorphisme génétique qui fait que pour certaines personnes, il va y avoir une hyperactivité, donc on va dire ils vont avoir une action ultra rapide avec un risque de surdosage. Et pour certaines personnes, ils sont plutôt métabolisés en lent, qui va faire que le médicament peut très bien ne pas agir du tout. D'accord? Et du coup, c'est embêtant d'utiliser des médicaments pour lesquels vous ne savez pas s'ils vont agir ou pas. La question est la suivante, c'est quand je donne par exemple du tramadol à quelqu'un ou de l'oxycodone, est-ce qu'il n'agit pas parce que je ne l'ai pas donné assez ou est-ce qu'il n'agit pas parce que c'est un métaboliseur lent et du coup ça va mettre du temps à agir. Vous voyez la différence? Et ça, je ne peux pas savoir à l'avance parce que ce n'est pas marqué métaboliseur lent. Et quand on regarde du côté les métaboliseurs ultra rapides, c'est pas négligeable quand même. Peut-être en gros, chez les Caucasiens, c'est à peu près 5-6% de la population. Mais on n'est pas au courant en fait.
On sait que par exemple pour la codéine, je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y avait eu des décès chez les enfants, hein, des enfants métaboliseurs ultra rapides, qui avaient été opérés des voies aériennes, qui avaient déjà, parce que je ne sais pas, des amygdales, une opération toute conne, et en post-opératoire, on leur avait donné de la codéine, et comme ils étaient métaboliseurs ultra rapides, ils ont fait un pic de concentration de morphine. Ils étaient déjà un peu obstrués par la chirurgie, et puis après, ils ont arrêté de respirer à cause de la morphine. Bon, voilà. Donc c'est grave, hein, la mort. Et donc du coup, ça a été supprimé la codéine chez les enfants. Vous savez, je sais pas si vous savez, il y avait un truc qui s'appelait la code enfant. Et donc, voilà. Donc pour dire que ce que je vous raconte, c'est pas une opinion, c'est une réalité, hein, factuelle. Donc il faut tenir compte de ça. Il y a un autre élément qui est intéressant à voir aussi, c'est que ces fameux cytochromes, eux, ils sont aussi sensibles à des interactions médicamenteuses. Et pas des médicaments très rares, des médicaments très fréquents, notamment chez les personnes âgées, etc. Par exemple, je vous ai mis une petite liste, bon, c'est pas forcément exhaustif, mais de médicaments que les gens prennent relativement souvent, ceux que nous on voit, et qui vont avoir des effets inhibiteurs sur, par exemple, le cytochrome 2D6. Donc, si vous inhibez cette enzyme, il est clair que si vous donnez de l'oxycodone, ça va moins bien agir. On est d'accord? Ok. Il y a des médicaments aussi qui vont inhiber aussi le 3 à 4. Donc ça concerne plutôt l'oxycodone. Et du coup, qui va, qui vont inhiber aussi cette enzyme. Donc, quand on vous inhibez une enzyme, vous favorisez notre métabolisme. L'oxycodone a une caractéristique, c'est qu'elle est métabolisée par ces deux enzymes, le 3A4 et le 2D6. Et si vous inhibez l'un, ça va renforcer l'autre. Et l'autre, justement, ça risque d'augmenter le pic d'action. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très pratique. Et Tramadol, on en a parlé parce qu'on a fait le fameux article sur vous chaudez. Oui, non, bon. Sur le fait que en vie, le tramadol tue les gens. Voilà. Quand on compare tramadol codéine pour des populations un peu similaires en termes d'indication, eh bien, il y a une surmortalité chez les gens qui prennent du tramadol. Bon, c'est un détail, hein. Voilà. Les autres enzymes, par exemple, vous avez les autres morphines, je vous ai parlé du fentanyl et du sulfentanyl. Alors, concernant les voies euh, parentérales par voie intraveineuse, fentanyl et sulfentanyl, ça a été comparé dans la littérature et vous voyez deux études qui montraient qu'il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité entre fentanyl, sulfentanyl et morphine. Donc, du coup, on se dit que ce n'est pas la peine de l'utiliser, puisqu'il n'y a pas de différence. Et en plus, le sulfentanyl, quand vous regardez l'évolution de la durée de l'analgésie, eh ben, elle est plus courte. C'est un peu con. C'est pas plus mieux en termes de force. Et deuxièmement, ça dure moins longtemps. Bon, voilà. C'est des petits arguments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le sulfentanyl, je parle de chez l'adulte, on peut l'utiliser par voie intranasale avec des concentrations assez élevées. C'est des 50 microgrammes par cc. Et à cette dose-là, on voit que c'est efficace. Oh, bon, c'est automatisé là, je comprends, je n'arrive pas à suivre. Bon, vous voyez que la petite courbe, quand on mesure la douleur dans les deux groupes, on voit qu'il n'y a pas de différence en fait entre ceux qui reçoivent la morphine IV et ceux qui reçoivent du sulfonyl intranasal. Et donc du coup, c'est intéressant parce que si vous avez des gens qui n'ont pas de voie veineuse, etc. euh, et donc ça nécessite le petit machin en haut là, la petite sonde exprès qui fait tch. Vous avez vu ça vous déjà les gars? Oh non. Bonjour. Bon. Donc ce système-là c'est un système qui existe depuis une vingtaine d'années, qui avait été utilisé surtout en pédiatrie, et que c'est un système qui permet de faire une nébulisation du liquide qui est dans la seringue, et ça fait des microbulles, et ça permet de s'étaler bien sur la muqueuse nasale. Voilà. C'est un chirurgien pédiatre qui a inventé ça il y a quelques années, et du coup ça a été développé, on a trouvé des usages qui sont intéressants. Alors peut-être, je crois que vous avez déjà utilisé, mais donc pour les adultes on utilise le sulfentanyl, parce que ça nécessite des petits volumes. Et dans le nez, vous ne pouvez pas utiliser des gros volumes parce que si vous dépassez un cc, ça part ailleurs. D'accord? Donc, il faut faire des petits volumes. Et chez les enfants, c'est plutôt les petits enfants, on utilise du fentanyl. D'accord? Bref, c'est des détails. Et juste, j'ai une question, si possible. Oui. Pour la place du coup du fentanyl dans les gestes aux urgences, est-ce que ça peut être utilisé par exemple à la place du méopa pour remettre une épaule ou pour, euh, pour des gestes comme ça? Le sulfentanyl, Bah, intranasal.
Bah, alors, le problème du sulfentanyl, c'est que c'est une durée d'action qui est de au moins 2 heures. Je vous ai montré la durée d'action. Bon, ça ne dure pas forcément très longtemps. Si tu fais un shoot, ça dure 20 minutes, 40 minutes, Oui, ça en fait voilà, plusieurs, etc. comme ça. Mais pour les gestes, on sait que les opioïdes ne sont pas adaptés. Ok. Pour les opioïdes, soit vous faites un médicament qui est franchement sédatif, par exemple le Méopa c'est bien, mais il faut l'associer à autre chose, notamment peut-être à de la distraction. Et si ça ne marche pas du tout, il faut les endormir. Mais en fait, c'est une question. Mais tu as raison de la poser. En tout cas, pas de morphine, ça c'est sûr, ça ne sert à rien. Et genre, c'est vraiment une non-indication de la morphine. C'est les gens qui ont des traumatismes, des fractures déplacées ou bien des luxations. Parce qu'on sait très bien que le fait de les réduire, ça va diminuer la douleur. Donc si vous les noyez de morphine avant de les réduire, du coup, vous allez le retrouver en surdosage relatif après la réduction, parce qu'ils auront moins mal. D'accord. Donc la stratégie, c'est une non-indication. Ok. Le ça, c'est une question qu'on peut aborder en soi, c'est les sédations procédurales. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va utiliser plutôt de la morphine, qui est intéressant parce que ça agit directement, on connaît très bien les effets indésirables, on sait le gérer. C'est un métabolisme qu'on connaît, métabolisme hépatique, sachant qu'il y a un métabolite qui reste efficace, qui est très efficace dans 10% des cas, et puis Excusez-moi. Tu es jusqu'à quelle heure, Michel? 9h30. C'est 8h30, 9h30. C'était marqué, non? Non, c'est pas grave, je vais faire autrement. Ok. Bon courage pour la suite. Et achetez son livre. Merde, j'ai oublié. Ouais, super. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Alors, ça c'est intéressant ou important à retenir, c'est que le métabolisme hépatique de la morphine, ça se fait par une enzyme qui n'a rien à voir avec les cytochromes, hein. C'est la glucuroconjugaison. Il y a deux métabolites qui sont fabriqués. Il y a un, c'est une glucuroconjugaison en 3, et ça donne un métabolite inactif. Donc, finalement, on s'en fout. Mais dans 10% des cas, il y en a un qui est très actif, c'est la glucoconjugaison en 6. Et c'est embêtant parce que c'est mais très actif. Et là, il se dit que c'est 13 fois même plus puissant que la morphine elle-même. Du coup, comme l'élimination elle est rénale, vous voyez le problème. Si les gens ils ont une insuffisance rénale et que le foie marche bien, voilà, il y a un risque d'accumulation. Donc, il faut faire très attention. Et justement, c'est dans les warnings de l'utilisation de la morphine, c'est les gens qui ont des fonctions rénales altérées. D'accord. En tout cas, c'est très bien. Alors, en pratique, comment on va faire? Vous vous rappelez, on a dit que la douleur, c'est un problème personnel et on ne connaît absolument pas les doses nécessaires pour soulager une personne donnée. On ne sait pas. Donc, je rappelle ce petit graphique que je vous ai déjà montré pour certains. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui sortent de l'opération. Il y a la douleur à l'arrivée en salle de réveil. Est-ce que j'arrive à montrer? Il y a la douleur à la salle de réveil, voilà, donc de 30 à 100. Et ensuite, vous avez la quantité de morphine nécessaire pour sortir soulager de la salle de réveil. Ce qu'on constate, je vous la fais courte, c'est qu'il y a des gens qui ont très mal à l'arrivée en salle de réveil, qui ont besoin de très peu de morphine pour être soulagés. Lui, il a 100, il a besoin de zéro, pas beaucoup. Le voisin, il a 6, et par contre, il a besoin de beaucoup plus, 10 fois plus. Voilà. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a comme une grande variabilité interindividuelle dans les besoins qui sont indépendants du niveau de douleur initial. Donc, pour dire que vous n'allez pas pouvoir dire, lui, il a très très mal, donc il va avoir beaucoup de morphine pour être soulagé. On ne sait pas. Probablement qu'il y aura peut-être plus que le voisin qui a moins mal, mais c'est pas sûr. D'accord. D'où la titration. Voilà, donc l'objet de titrer. Donc, il y a des protocoles. Je vais vous montrer ce protocole qui est très simple. 3 mg toutes les 5 minutes et on voit que c'est efficace. Ça c'est des faits. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, des vrais gens, aux urgences. On leur donne, on voit l'évolution et on voit que rapidement, il y en a beaucoup qui sont soulagés. Au petit trait Perros, ça marche aussi. Il n'y a pas beaucoup d'études à vrai dire chez l'adulte, il y a quelques études chez les enfants qui montrent que finalement, alors c'est pas des études très convaincantes parce que c'est pas des gros poules de patients, mais bon, peu importe. On voit quand même qu'il n'y a pas de différence au bout d'un certain temps. Le seul problème de la morphine Perros, c'est le délai d'action. Parce que la biodisponibilité n'est pas la même que IV, on est d'accord. Hein. Donc, il faut patienter un petit peu, mais on voit qu'au bout de 30-40 minutes, on peut arriver à les soulager. Et si on n'y arrive pas, il faut titrer Perros aussi. D'accord. Alors, le principe de l'administration,
IV, bah, je vous l'ai montré, c'est 2 mg toutes les 5 minutes. Et chez le Péros, c'est 10 mg toutes les 45 minutes. Voilà. D'accord? Donc c'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réévaluer les personnes. Il faut les réévaluer. C'est-à-dire que si c'est IV, c'est toutes les 5 minutes. Et si c'est Péros, c'est toutes les 45, au moins toutes les heures, quoi. Voilà. Et ça, c'est là que c'est compliqué aux urgences. Alors, l'entretien, donc vous avez la période j'induis l'analgésie. 2, je fais de l'entretien de l'analgésie. Alors, il faut retenir que l'entretien de l'analgésie avec les opioïdes, c'est pas très fréquent. C'est pas parce que vous avez besoin de donner de la morphine à quelqu'un pour le soulager que vous allez avoir besoin de morphine par la suite. Ça n'a rien à voir, c'est indépendant. C'est pour ça que, euh, pareillement, c'est pas parce que vous avez donné 30 mg pour le soulager à la phase aiguë, lors de la phase d'induction, que après vous aurez besoin de, je sais pas combien, une dose, c'est le calcul de la proportion carrée de la dose injectée. Non, on s'en fout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer que la personne est soulagée avec 30 mg de morphine et qu'après elle ait besoin de plus de morphine du tout. Ceci dit, il va peut-être falloir entretenir l'analgésie, mais elle s'entretient avec des non-opioïdes, par exemple. Vous comprenez le principe? Et la morphine pourra venir en secours si jamais c'est pas suffisant. Mais c'est quand même pas fréquent. Il y a des cas typiques, évidemment. Les cas typiques, on sait des douleurs prolongées comme l'hypocratite aiguë sévère. On sait que les gens ils vont avoir mal longtemps, au moins 48 heures, ils vont avoir besoin de morphine. On sait que dans les CVO, souvent, ils ont besoin de morphine après, etc. Donc il y a des cas. On sait que dans le traumatisme thoracique, des fois, c'est insuffisant dans les anti-inflammatoires. Donc il faut vraiment bien titrer la morphine parce que l'étape d'après, après, ça sera péridurale. Donc, on voit bien qu'il y a des situations très précises dans lesquelles on peut envisager de prescrire de la morphine en entretien, mais ce n'est vraiment pas très fréquent. En tout cas, il y a deux modalités. Soit vous faites Péros, donc c'est toujours à la demande, jamais systématique. Et deux, par voie intraveineuse, c'est donc avec le fameux PCA. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'injectent tout seuls. Vous connaissez, vous, le principe de la PCA? Oui. Oui, voilà. Hop là, on passe. Et le problème dont je vous parlais, c'est que c'est vrai qu'il faut s'adapter à certaines personnes. Il est clair que la fonction rénale, c'est important, que bonjour, que les patients non communicants, ça pose une problématique en soi parce qu'en fait, on est incapable de mesurer le niveau de douleur. Et en fait, quand vous demandez à une personne non communicante, ben, vous ne pouvez pas lui demander d'ailleurs, parce qu'elle ne communique pas, mais si vous l'évaluez avec une échelle d'hétéroévaluation, vous dites mal, pas mal, mais vous ne savez pas s'il a très mal, pas très mal, ou voire même s'il a mal, parce que ce sont simplement des probabilités. Si vous avez un EOC à 4, qui est l'échelle d'hétéroévaluation pour les personnes qui ne communiquent pas, eh bien, vous ne savez pas s'il a beaucoup mal, ou pas très beaucoup mal, ou voire même s'il a mal. Il y a une forte probabilité qu'il ait mal, mais on ne sait pas plus. Du coup, les modalités de titration, elles sont délicates parce que vous vous adressez à quelqu'un qui n'a peut-être pas mal. Voilà. Après, donc, il y a des modalités de titration adaptées à ces populations-là. D'accord? Les personnes âgées fragiles, etc., on fait attention. Et puis, les CVO, je vous l'ai dit déjà. D'accord? Par exemple, il y a des populations particulières. Les personnes obèses, je vous avais déjà dit, c'est que, en fait, le poids n'a pas d'interaction avec la dose nécessaire. Donc, quand vous comparez des personnes pas obèses versus obèses morbides, vous pouvez soulager pareillement avec les mêmes doses. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on s'en fiche qu'ils soient très obèses, pas très obèses. Il faut les titrer de la même façon qu'une personne pas obèse. Après 3 mg, vous voyez, ça marche pas, légèrement. Il ne faut pas dire, oh là là, toi, je vais y aller parce qu'il y a du volume. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que montre ce travail, hein, vous voyez, hein, c'est pour être factuel. Et donc, globalement, c'est vraiment un antalgique tout-terrain, mais il faut cibler les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets indésirables. On est d'accord. Et donc, et l'intérêt principal de ce médicament, c'est qu'il y a un antidote. L'antidote, vous le connaissez, c'est un naloxone. Vous savez de naloxone, vous savez vous en servez? Vous avez déjà l'occasion. Alors, c'est intéressant de savoir parce qu'en fait, si vous avez fait une distinction de morphine à quelqu'un et qu'à un moment il arrête de respirer, le fait de respirer, tu peux t'asseoir si tu veux, hein? Ah, je suis bonne. Tu peux t'asseoir. Et si le fait d'arrêter de respirer au bout d'un moment, c'est mal vécu par les gens en général, donc du coup, il faut le faire respirer. Donc on utilise un antidote qui est très efficace, comme un naloxone. Et donc là, je vous mets un peu le plan de prise en charge d'un effet indésirable grave.
qui se commence en général par une sédation, et après par une bradycardie, et après par une apnée, et après l'hypoxémie. Voilà. Et donc, du coup, il faut le repérer. C'est pour ça que l'évaluation toutes les 5 minutes est indispensable. C'est-à-dire qu'on fait, c'est de l'IV en général, on fait tuc, et au bout d'un moment, bah, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des effets indésirables comme une dépression respiratoire, qui est exceptionnelle en fait. Quand vous suivez un plan de titration à faible dose, il n'y a jamais d'effet indésirable. On ne connaît pas tous les gens, évidemment, mais bref, si vous avez quelqu'un qui fait une dépression respiratoire, vous arrêtez de l'injecter de la morphine, vous lui donnez de l'oxygène, ben, c'est ce qui tue, c'est l'époxy, et vous lui donnez de la naloxone. Alors, la dose, c'est pas compliqué, vous prenez une ampoule de 400 microgrammes, ces ampoules que vous diluez dans 10 cc, et vous faites 2 cc, IV. Voilà. Toutes les 3 minutes, jusqu'à ce qu'il respire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la naloxone n'agit que 45 minutes, et la morphine, 3, 4, 5 ou 6 heures. Donc, du coup, au bout de 45 minutes, il n'y aura plus d'effet d'analoxone, donc vous êtes obligé d'en mettre en relais, en continu. Voilà, ça, c'est le message. D'accord. Donc, il y a différents modèles. Alors, les effets indésirables, c'est dommage, j'avais mis des beaux emojis là. Bon, bref, les effets indésirables, vous les connaissez. Vous connaissez peut-être moins, c'est des proportions. Finalement, il n'y a pas, je parle en urgence, hein, il n'y a pas tant d'effets indésirables que ça. Ouais, nausées, vomissements, c'est le plus fréquent, c'est 4% des gens. Et puis, voilà. Rétention urinaire, c'est des choses qu'il faut rechercher. Le prurite, ils vont vous le dire, les gens savent pas, mais la rétention urinaire, notamment chez les personnes âgées qui ne communiquent pas, il va falloir le rechercher. Si vous avez quelqu'un, une personne âgée démente, là, qui vous l'avez soulagé, il est content, je suis plus agité, tout à coup il se remet à s'agiter, soit il a mal, soit il est mal, parce qu'il a par exemple un globe. Et donc il faut y penser à le rechercher et à le traiter. Voilà. Il y a un autre élément qu'on doit avoir à l'esprit, c'est la problématique du mésusage, parce que c'est une question qui a été euh, bien abordée par la l'HAS en 2022, donc il y a un document spécifique sur ça. Est-ce que ça concerne les urgences pour l'instant moyen? Alors, comme il y a eu une petite crise des opioïdes aux États-Unis avec quelques 500 000 morts, ils ont un peu étudié la question quand même pour savoir quels étaient les facteurs associés au risque de mésusage. Alors, il y a un élément qui ressort de façon constante, c'est la dose de morphine reçue et le fait de recevoir de la morphine déjà. Si vous donnez de la morphine à quelqu'un, un opioïde de façon générale, allez, bah, eux, ils étaient plutôt oxycodone, enfin bon, peu importe, il est clair que vous avez un risque de mésusage à terme. Ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des cibles, il y a des gens qui vont être plus sensibles au mésusage que d'autres. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Mais ce travail est intéressant parce qu'il montrait que, en fonction de la façon de prescrire des urgentistes, alors c'est une prescription pour les gens qui sortaient des urgences. Eh bien, ceux qui prescrivaient beaucoup d'opioïdes, là, c'est des. En haut, là, vous voyez, c'est ça. Eh bien, eux, les prescripteurs forts, ils avaient plus de risques d'avoir des patients qui faisaient du mésusage à long terme. Et ceux qui ne prescrivaient pas beaucoup, eh ben, ils avaient moins de patients qui faisaient des mésusages. Voilà. C'était une façon de démontrer le lien entre les prescriptions et la façon de prescrire en post-urgence. Il y a un autre exemple qui est celui des lombalgies aiguës. Quand on donne des opioïdes aux gens qui ont des lombalgies aiguës, vous avez un risque de mésusage qui est d'autant plus important que la dose reçue est importante. Donc le risque augmente avec la dose reçue. Donc il y a une réalité là. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que si vous donnez de la morphine dans les urgences, s'il y a un risque de mésusage après. On ne sait pas. On sait seulement que le risque il commence à augmenter à partir de 2 jours de prescription. Donc, vous comprenez le message, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un sort des urgences et que vous dites ah il va falloir que je prescrive de la morphine, alors c'est vraiment pas beaucoup de monde, hein, c'est exceptionnel normalement. Et en gros, ça concerne beaucoup les traumatismes thoraciques, chez qui vous voulez qu'ils aient une kiné efficace. Il est clair que eux, bon, si les anti-inflammatoires ne sont pas efficaces, il faut leur donner en recours de la morphine. Mais le message, c'est pas plus de 2 jours. Parce qu'on sait qu'au-delà de 2 jours, il y a un risque de mésusage. Et il y a une autre façon aussi de faire, c'est aussi de mesurer le risque de mésusage qui est individuel. Donc il y a des critères. Il y a une échelle, je ne l'ai pas mise là, mais il y a une échelle qui s'appelle l'OFT. Et c'est Opioid Risk Tool.
qui est validé et qui vous permet de cibler un certain nombre de personnes qui ont un risque de mésusage. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, il faut y penser surtout. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, pas d'opioïdes en ville et surtout, pas d'opioïdes à libération prolongée. C'est interdit normalement dans la douleur aiguë. La douleur aiguë, elle a pour évolution naturelle de s'éteindre, puisque c'est aigu. Et elle s'éteint avec le traitement de la cause. C'est pas la douleur chronique. D'accord? Donc, si vous prescrivez les opioïdes de la morphine, ben, c'est la morphine à libération immédiate, pas plus de 2 jours, et dans des questions auxquelles il faudrait vraiment réfléchir. Voilà. Alors, il y a un autre élément qui est rigolo, que je vous fais part, c'est le phénomène d'hyperalgésie associé à l'exposition aux opioïdes. Vous connaissez ce phénomène d'hyperalgésie associé au... Toi, tu connais, vous connaissez déjà? Ah, c'est fort. Donc, du coup, ça veut dire que lorsque l'hyperalgésie, c'est simplement une modification du seuil de sensibilité à la douleur. D'accord? C'est-à-dire que le seuil, au lieu d'être la ligne bleue, il devient la ligne rouge. D'accord? Ce qui fait que les personnes normaux, voilà, tu leur fais une stimulation nociceptive, ils disent ah j'ai mal, mais quand ils ont de l'hyperalgésie, si vous effleurez la peau, donc ça veut dire en fait une stimulation euh, simple du toucher, non nociceptive, ils ont mal. Ça s'appelle de l'allodynie. C'est comme ça qu'on va distinguer des phénomènes d'hyperalgésie. Et donc, ces phénomènes d'hyperalgésie, il y a deux éléments qu'on connaît très bien qui sont responsables de leur mise en place. Un, c'est les douleurs intenses prolongées. Et deux, c'est l'exposition aux opioïdes à forte dose. Bon, ça, c'était démontré en post-opératoire dans des modèles très particuliers avec certains opioïdes. Donc, les conséquences de ça, c'est que les gens ils ont plus mal. Et deuxièmement, il y a un risque de chronicisation à long terme. Bon, la question, c'est savoir ce que nous, on est exposé. En tout cas, je vous explique le principe. C'est que si vous prenez des petits rats, vous leur mettez un poids sur la patte et vous regardez à quel moment ils retirent la patte. Voilà. Ça fait pas très mal, hein, mais disons, ils vont retirer la patte parce qu'ils trouvent ça désagréable. Donc, vous mesurez là le niveau de base, la pression qui suffit pour, hop, ils enlèvent la patte. Quand vous leur donnez du fentanyl, eh bien, ils vont retirer la patte, mais pour des niveaux plus élevés de poids, de stimulation. Mais le problème, c'est que juste après, le seuil va s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils vont retirer la patte pour des niveaux de pression plus bas. D'accord? Donc, ce qui prouve qu'il y a un phénomène de sensibilisation par rapport à ça. Et c'est ça qu'on appelle l'hyperalgésie, c'est-à-dire que le fait que le seuil diminue, donc du coup, ils vont être plus sensibles à la stimulation douloureuse. Ça, je passe, c'est plus compliqué, mais je fais le même avec la morphine, avec un autre modèle de petit rat par rapport à la... Ils doivent retirer la queue, on fait un autre modèle, peu importe. On fait pareil avec la morphine. Le seuil de sensibilité augmente et diminue après l'exposition. Ça peut durer même longtemps, d'accord? Et il y a des modèles qui permettent de comprendre à quoi c'est dû. Ben, c'est quand on donne un médicament qui va bloquer le récepteur qui est associé à ça, qui s'appelle le récepteur NMDA. Et que si vous bloquez les récepteurs NMDA avec des antagonistes, eh bien, vous inhibez, alors c'est pas très clair ce schéma, excusez, mais en fait, vous inhibez ce phénomène-là. Là, on donne le truc, là, on donne les opioïdes. Donc là, la morphine permet d'augmenter le seuil de sensibilité et l'exposition aux antagonistes permet d'annuler l'effet de sensibilité par rapport au groupe morphine ici qui n'a pas eu d'anti-NMDA, d'accord? Donc pour résumer, vous avez les opioïdes de base, ben, c'est un effet antalgique, puisque ça limite la transmission du message oxydatif. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir un effet inverse, vous avez ouverture des récepteurs NMDA, et donc ils vont amplifier le message. C'est ce dont je vous parlais au départ, sur le phénomène d'amplification du phénomène de la transmission du message douloureux, et donc il va avoir plus mal. Hop, en schéma, ça donne ça. Vous avez une stimulation douloureuse, et là, vous avez, c'est joli, hein, là, vous avez une synapse au niveau médulaire. Hop, le message douloureux, il arrive, c'est des petites vésicules qui vont se déplacer, qui vont être transmises. Et quand on va donner beaucoup trop d'opioïdes, et bien là, vous allez avoir ouverture des récepteurs NMDA qui vont amplifier la transmission du message. Voilà. Le problème, c'est que en fait, il n'y a aucune démonstration qui est faite en médecine d'urgence pour l'instant, donc on ne sait pas trop
Moi, j'ai tendance à penser que pour l'instant, c'est pas de mal avec, parce qu'en fait, on donne pas beaucoup de morphine aux urgences, de façon générale. Quand on regarde, même les gens qui ont des douleurs sévères, c'est 9% des personnes. Donc, on est à l'abri de ça. Et pour finir, simplement les modalités de, de, de prescription, c'est lié au fait qu'on n'est pas capable, forcément, de bien surveiller les gens, parce que vous connaissez les urgences, c'est un peu le bordel des fois. Donc, du coup, la morphine, c'est bien, mais il faut faire attention lorsqu'on le prescrit. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix lorsque vous êtes coincé en termes d'indication. Donc, le résultat de tout ça, c'est efficace. Donc, les opioïdes, et notamment la morphine, c'est efficace, bien sûr. Il y a une bonne sécurité dans la mesure où on surveille bien les gens. Et ensuite, bah, il y a un antidote, donc c'est sécurisant, hein, le fait de savoir qu'il y a un antidote. Les messages, c'est qu'on ne donne jamais systématiquement, etc. Vous avez compris le principe. Vous avez des questions?